Il était à l'origine le joueur de hockey sur glace le plus talentueux de l'Union soviétique, mais à cause de son refus de participer à des matchs truqués, il devint la cible des entraîneurs. Non seulement il n'avait aucune chance de jouer lors des matchs, mais même à l'entraînement, il était souvent mis à l'écart. Même quand il s'entraînait seul pendant les pauses, il était violemment réprimandé par l'entraîneur qui arrivait sur place. Les abus répétés finirent par le pousser à bout. Pour se venger de son coach et aussi pour se faire un nom, Valéry rejoignit l'équipe rivale, Chebakul, mais il y découvrit que les matchs truqués étaient tout aussi fréquents. Dès son premier match, le capitaine lui donna un avertissement. En réalité, l'attitude désinvolte pendant les matchs était devenue une sorte de secret bien gardé parmi de nombreuses équipes de seconde division. Il ne truquait pas les matchs pour l'argent des paris, mais plutôt pour rester tranquille dans la ligue secondaire. Si quelqu'un voulait jouer sérieusement, il risquait une « leçon d'amour ». « Tu as marqué 16 points, tu comprends », dit le capitaine. « Moi, je suis comme un chat de mer, je veux juste jouer, gagner, mais pas juste des matchs de neige, je veux jouer avec la vie des gens. Nous devons tenir bon, n'est-ce pas ? Plus la ligue est élevée, plus le risque de blessure est grand, mais les salaires des joueurs restent pratiquement les mêmes. Cela explique la médiocrité de l'équipe et l'impuissance du propriétaire. Valéry, en voulant changer cela, fut cependant réprimandé et forcé à rester sur le banc pendant la deuxième mi-temps, laissant le match se terminer par un 1-1. Mais le confort de l'équipe ne se limitait pas à de simples matchs sans enjeu. Le lendemain, lorsqu'il se rendit à l'entraînement, Valéry découvrit que, à l'exception du responsable du terrain, personne n'était présent. En enquêtant, il apprit que l'absence d'entraînement après les matchs était la norme, les joueurs partaient se détendre pendant 2 jours avant de revenir. Quand Valéry se rendit au restaurant où ses coéquipiers traînaient, il fut frappé par la tentation d'un environnement fait de bonne nourriture, de boissons et de belles femmes, un cadre bien éloigné d'une préparation intense. Le lendemain, Valéry se réveilla en sursaut, réalisant qu'il était tombé dans le piège du désir. Heureusement, il n'abandonna pas. Il prit son colocataire, partageant avec lui un rêve commun, rejoindre l'équipe nationale de hockey. Tandis que l'équipe s'adonnait à la paresse, ces 2 jeunes ambitieux s'entraînaient durement dans la neige, déterminés à atteindre les plus hauts sommets. Lors des matchs suivants, ils commencèrent à ignorer les ordres du capitaine et, ensemble, mirent en place une attaque furieuse. Leur collaboration surprenait les adversaires, et en seulement une mi-temps, ils marquèrent 8 buts, provoquant des acclamations dans un stade habituellement morne. Les autres coéquipiers retrouvaient enfin la joie de jouer, celle de la victoire. Pour célébrer ce grand succès, Valéry offrit des spécialités de sa région, mais le capitaine arriva furieux. Il était clairement mécontent du score, prêt à faire payer à Valéry son insubordination. Cependant, pour la première fois, tous les coéquipiers prirent le parti de Valéry. Le capitaine, un peu décontenancé, partit. À partir de ce moment, l'ambiance de l'équipe changea radicalement. Les joueurs commencèrent à s'entraîner sérieusement, à jouer avec enthousiasme, et Valéry, l'attaquant vedette, termina la saison avec un score de 34 buts, attirant l'attention de l'entraîneur réputé Tarasov. Ce dernier lui proposa de rejoindre l'équipe de hockey la mieux classée, l'Armée rouge de Moscou. Le capitaine, qu'il avait toujours pris pour un ennemi, lui souhaita même bonne chance. Mais une fois arrivé à Moscou, après avoir traversé les montagnes de l'Oural et parcouru 1800 km, Valéry se retrouva sur le banc de touche. Chaque jour, il observait les autres s'entraîner, ce qui était une véritable torture pour un joueur aussi ambitieux. Il apprit bientôt que, bien qu'il ait brillé en seconde division, il ne faisait pas suffisamment de passes à ses coéquipiers. Tarasov le força donc à s'entraîner à défendre, à protéger sa maison. Un mois plus tard, l'Armée rouge affronta son plus grand rival, Spartak. Valéry eut enfin l'occasion de jouer. Avec une dernière minute au compteur et un score de 2-2, il reçut une passe décisive et marqua un but décisif, donnant ainsi la victoire à son équipe. Mais malgré cela, Tarasov restait déçu, Valéry ne parvenait toujours pas à intégrer l'importance du travail d'équipe. Frustré, Valéry se retrouva une nouvelle fois sur le banc. Dans un accès de colère, il détruisit sa chambre, ne comprenant pas pourquoi il était toujours relégué à la réserve. Sa mère, se déguisant en fanatique de l'équipe, tenta de comprendre la situation auprès de l'entraîneur, mais cela ne fit qu'aggraver les choses. Finalement, Valéry décida de quitter la maison familiale pour vivre seul, plus près de l'équipe, et se concentra pleinement sur son avenir. Un officier de la fédération de hockey, qui attendait depuis longtemps, s'exprima violemment contre l'entraîneur Tarasov dans sa voiture.
Il l'accusait d'être autoritaire et de gâcher des talents comme celui de Valéry, un joueur aussi exceptionnel qui méritait de briller ailleurs. Il tenta même de convaincre Valéry d'aller se plaindre auprès du comité sportif. Valéry ne comprenait pas pourquoi cet homme nourrissait une telle haine contre son coach, mais il savait que ce n'était pas son rôle de trahir quelqu'un. Il répondit donc par le silence aux propos incessants de l'officiel. Le soir, Moscou fut balayé par une pluie battante, donnant à la ville une fraîcheur supplémentaire. C'est dans un restaurant en bord de route que Valéry rencontra à nouveau la fille qui l'avait aidé à la gare de Moscou, en lui portant ses bagages. Leur rencontre, bien qu'improvisée, se déroula naturellement. Durant leur conversation, Valéry lui dit en plaisantant qu'il était chauffeur de taxi, mais que, à cause de son patron, son rêve de devenir le meilleur conducteur du monde semblait de plus en plus lointain. Il hésitait à rester ou à changer de voie. Elle, quant à elle, partagea son propre parcours semé d'embûches pour lui expliquer qu'il ne fallait jamais abandonner, que peut-être le miracle arriverait dans la seconde qui suivait. Ces paroles laissèrent une trace indélébile dans le cœur de Valéry. Depuis ce jour, il s'entraîna chaque nuit, seul, rêvant d'une nouvelle chance de prouver sa valeur sur la glace. Peut-être que tous les efforts ne mènent pas au succès, mais certains peuvent vraiment faire éclore des merveilles à partir de conditions difficiles. Le coach Tarasov, ayant observé l'effort constant de Valéry, décida de lui donner une nouvelle chance de briller. Lorsque l'occasion tant attendue arriva, Valéry en était presque incrédule, jusqu'à ce que ses coéquipiers lui rappellent de monter sur la glace. Il se rendit enfin compte de l'importance du travail d'équipe, mais il avait encore des progrès à faire. Dès qu'il eut le ballon, il se lança en solitaire, mais fut fauché par un adversaire. Alors qu'il était au sol, il remarqua que ses coéquipiers avaient repris la possession de la rondelle grâce à leur excellente coordination et lui avaient parfaitement passé le puck. À cet instant, Valéry comprit qu'il ne fallait plus jouer seul et se mit sérieusement à travailler en équipe, pratiquant les passes et le contrôle collectif. Après cette victoire décisive, Valéry se transforma totalement. Lorsqu'un immense talent individuel se marie avec un excellent esprit d'équipe, cela peut déchaîner des forces incroyables. Très vite, avec ses deux coéquipiers, Valéry forma un trio d'attaque redoutable. L'armée rouge de Moscou domina la Ligue Super, décrochant le titre national, avec plusieurs de ses joueurs appelés en équipe nationale, sous la houlette de Tarasov, désormais entraîneur de la sélection. Sous sa direction, l'Union soviétique remporta le championnat du monde de hockey en 1971, bien que le Canada, l'équipe la plus forte du monde à l'époque, ne soit pas présente, laissant les fans frustrés par l'absence de ce match tant attendu. Le parcours de Valéry explosa après cette victoire, il reçut une somptueuse villa et une voiture neuve, et sa carrière atteignit des sommets. En parallèle, son amour pour une jeune femme qu'il avait courtisée se concrétisa, et ils entamèrent une belle histoire d'amour. Un an plus tard, lors d'un banquet, il apprit que la Fédération canadienne de hockey lui proposait un contrat avec un salaire annuel de plusieurs millions de dollars. Mais Valéry, fidèle à son pays, refusa sans hésiter. La compétition entre lui et cette jeune Canadienne, qui pensait que l'équipe de son pays était la meilleure, devint un sujet de fierté pour les deux. Et ils allaient bientôt avoir l'occasion de prouver qui était le meilleur. En effet, cette Canadienne était venue en Union soviétique pour discuter de l'organisation de la Supercoupe de hockey 1972, où les équipes nationales du Canada et de l'Union soviétique s'affronteraient sur la glace à Montréal. Pour les fans soviétiques, battre le Canada et briser son invincibilité en hockey était un rêve partagé. L'entraîneur Tarasov, qui savait que ses joueurs n'étaient pas avantagés dans les confrontations physiques, comptait sur leur technique raffinée, leur rapidité et une parfaite coordination pour espérer la victoire. Il n'hésita pas à réorganiser l'équipe nationale, choisissant des joueurs brillants pour leur technique et leur rapidité. Mais, étant issus de clubs différents, les joueurs rencontrèrent vite des divergences, ce qui mena à de nombreuses disputes dans les vestiaires. Pour éviter que l'équipe ne se scinde, Tarasov entreprit de leur faire comprendre que l'unité de la sélection nationale était primordiale pour leur succès. Dans un moment de grande discipline, l'entraîneur Tarasov ordonna à tous les joueurs de courir en cercle, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, autour du centre de hockey. En même temps, il leur donna l'ordre de ne pas éviter les autres joueurs qui pourraient les faire trébucher. Les joueurs se retrouvaient donc à être constamment gênés par ceux qui les précédaient, mais, sans comprendre l'intention de l'entraîneur, ils se relevaient et continuaient à courir. Personne ne comprenait ce que voulait Tarasov, jusqu'à ce que Valéry, dans la foule, crie un mot de rébellion. Entendant cela, l'entraîneur, satisfait, acquiesça d'un signe de tête et ordonna la fin de l'entraînement. Tarasov savait que pour que les joueurs développent une véritable connexion,
une forte cohésion d'équipe, il devait d'abord reconnaître l'importance de l'unité collective. Après cet entraînement, l'esprit d'équipe de la sélection monta en flèche, et leur coordination s'améliora jour après jour. C'est ainsi que, lors des Jeux olympiques d'hiver de 1972, un événement sans la participation du Canada, l'équipe nationale soviétique reconstruite remporta aisément la médaille d'or. Cependant, après la victoire, l'officiel de la fédération de hockey qui avait précédemment bloqué l'entrée de Valéry sur le terrain revint vers lui, cherchant à justifier ses actions. Valéry, toujours fidèle à son entraîneur, rejeta ces accusations sans hésitation, bien qu'il ignorait le conflit personnel entre Tarasov et l'officiel. Cet homme, animant une rancune depuis des années, cherchait sa vengeance après que Tarasov avait évincé son fils, un joueur ambitieux, de l'équipe. Quelques jours après la victoire olympique, l'équipe nationale soviétique fut surprise par un match amical contre l'équipe de Spartak, classée deuxième en ligue. Le décalage de niveau était évident et tout le monde pensait que l'équipe soviétique s'imposerait facilement. Mais dès le début du match, un joueur de l'équipe soviétique, Gushchev, fut fauché par un adversaire, mais au lieu de sanctionner cette faute, l'arbitre exclut Gushchev pour soi-disant retard. Tarasov, en colère, fit entrer son trio d'attaque vedette, qui, grâce à leur parfaite coordination, réussit à marquer rapidement. Cependant, l'arbitre annula le but, prétendant que Valéry avait été hors-jeu, une décision incompréhensible qui fit enrager le coach. Les assistants du coach tentèrent de le calmer, soulignant que ce n'était qu'un match amical et que l'image du pays était en jeu avec la présence de hauts responsables dans les gradins. Mais Tarasov, indigné, refusa de continuer le match tant que l'arbitre ne serait pas remplacé. Son attitude inflexible conduisit à l'annulation du match. Ce qui semblait être un acte de défense de l'intégrité du sport se retourna contre lui, et Tarasov devint le bouc émissaire. Les fans, qui ignoraient la véritable raison de son comportement, le critiquèrent sévèrement. L'officiel de la fédération, satisfait de la tournure des événements, réussit à semer la discorde. C'est alors que Valéry, réalisant ce qui se passait, décida d'affronter cet homme. Mais sous l'effet de la colère et de la pluie battante, il perdit le contrôle de son véhicule et, dans un accident, se fractura la jambe. Après avoir été transporté à l'hôpital de Moscou, il fut diagnostiqué avec une fracture comminutive du fémur et un temps de guérison estimé à 6 mois. Ce fut un coup dur pour Valéry, car le match contre le Canada approchait à grands pas, et son rêve semblait désormais inaccessible. Malgré les efforts de ses coéquipiers qui firent fabriquer un équipement de rééducation de pointe, Valéry perdit espoir. Abandonnant son rêve, il sombra dans l'alcool pour oublier sa douleur. Tarasov, ne supportant pas de le voir ainsi, l'emmena à la morgue de l'hôpital, et lui fit comprendre qu'il était en train de devenir comme un mort-vivant. Mais, lui dit-il, contrairement aux morts, Valéry avait encore la possibilité de choisir sa voie. Ce discours toucha profondément Valéry, qui réalisa qu'il ne pouvait pas se laisser abattre par un revers. Avec un nouvel état d'esprit et l'aide de l'équipement de rééducation, de médecins experts et de son entraîneur, il parvint à retrouver sa forme en 2 mois seulement. Tarasov, voyant sa progression, lui fit rejoindre d'abord l'équipe des jeunes pour se remettre dans le rythme. Lorsque Valéry se distingua parmi les jeunes talents, il rejoignit à nouveau l'équipe professionnelle et, grâce à l'entraînement intensif de son coach, il revint en pleine forme, prêt à affronter les défis à venir. La suite de l'histoire promet un retour triomphal pour Valéry, avec la possibilité de rattraper son rêve olympique et de surmonter l'adversité. Lorsque l'équipe a été informée du retour de Valéry en sélection, ses coéquipiers étaient stupéfaits. Ils n'arrivaient pas à croire qu'il avait réellement accompli un miracle médical. Cependant, la vérité qu'ils lui révélèrent ensuite plongea Valéry dans une profonde stupéfaction. Depuis la scène où Tarasov avait publiquement quitté le match, il avait été démis de ses fonctions d'entraîneur de l'équipe nationale par la fédération. Mais il avait insisté pour que les joueurs cachent cette information à Valéry, afin qu'il puisse se concentrer sur sa rééducation. La dernière chose que Tarasov fit pour Valéry fut de garantir, en utilisant tous ses honneurs passés, à l'entraîneur nouvellement nommé que Valéry, bien que récemment rétabli d'une grave maladie, serait capable de devenir un attaquant clé pour l'équipe. À l'approche du match, Valéry rejoignit l'équipe à l'aéroport pour leur départ vers le Canada. Bien qu'ils aient déjà tout préparé, l'équipe tarda encore à embarquer. Ce n'est que lorsqu'une silhouette familière apparut qu'ils se précipitèrent tous vers leur ancien mentor. Avant de monter dans l'avion, ils s'échangèrent des regards pleins de gratitude, attendant cette dernière rencontre avant leur départ. Tarasov, bien qu'exclu de son rôle d'entraîneur, portait en lui le rêve de vaincre l'invincible Canada,
un rêve qu'il avait nourri toute sa vie. Cependant, ne pouvant plus que soutenir son équipe de loin, il dut se contenter de l'envoyer sur le terrain avec ses bénédictions silencieuses. À leur arrivée à Montréal, les journalistes étrangers ne manquèrent pas de railler l'équipe soviétique, la comparant à des débutants face à des maîtres. Ils se moquaient de l'équipe, en plaisantant sur le sort des joueurs en cas de défaite. Les joueurs soviétiques, cependant, répliquèrent avec confiance, déclarant qu'ils seraient champions. Le match commença dans une ambiance électrique. Dès les premières secondes, les Canadiens utilisèrent leur puissance physique pour dominer les Soviétiques. Leur jeu implacable s'avéra trop fort, et, en moins de 30 secondes, ils marquèrent un premier but. Les supporters soviétiques, déçus, se préparèrent à une difficile compétition. C'est alors que l'entraîneur fit entrer Valéry, avec son avantage de vitesse, espérant inverser la tendance. Mais face à des adversaires aussi physiques, la rapidité seule ne suffisait pas. Bientôt, un autre joueur canadien marqua, et l'écart sembla de plus en plus grand. Dans cette situation difficile, l'équipe soviétique avait besoin d'un héros. Et c'est Valéry, même avec une blessure fraîche à la jambe, qui, guidé par les souvenirs des conseils de Tarasov, se sacrifiera en se jetant sur la glace pour bloquer un tir dangereux. Cet acte de courage ralluma l'esprit de l'équipe et, bien que toujours en difficulté, les Soviétiques commencèrent à retrouver leur rythme. Grâce à un jeu de passes serré et précis, ils réussirent à reprendre le contrôle du match, et, avant la fin de la première mi-temps, ils marquèrent 2 autres buts. À la pause, les Canadiens étaient furieux. Leur coach leur rappela qu'ils avaient négligé Valéry et qu'il fallait absolument le neutraliser en seconde période. Mais ils ne se doutaient pas de la manière dont la situation allait tourner. Lors de la reprise, Valéry, une nouvelle fois au cœur de l'action, reçut une passe de son coéquipier. Le match s'intensifia. L'histoire de Valéry est une légende remplie de persévérance et de courage. Les épreuves qu'il a traversées ont non seulement mis à l'épreuve sa volonté personnelle, mais ont également mis en lumière l'importance de l'esprit d'équipe et du désir inébranlable de victoire. Lors de ce match épique, malgré les nombreux défis et blessures, il est revenu sur la glace sans crainte, pour mener l'équipe soviétique à la victoire finale. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un athlète, mais aussi celle de la collaboration au sein d'une équipe et de la vision tactique à long terme de l'entraîneur Tarasov. L'influence de Tarasov est profonde, il a transformé le jeu en introduisant un style de jeu basé sur la passe et la possession de la rondelle, modifiant ainsi l'approche du hockey. Et la persévérance, la détermination et le désir de victoire de Valéry ont été la force motrice qui a permis de surmonter toutes les difficultés. Bien qu'il n'ait pas dirigé directement l'équipe vers le podium, il est indiscutablement le plus grand artisan de cette victoire. Cette histoire nous rappelle que l'on soit sportif ou personne ordinaire, face à l'adversité, ce n'est pas seulement le talent ou la capacité qui compte, mais surtout l'attitude de ne jamais abandonner et de continuer à avancer. C'est dans ces moments de chute et de relève que nous trouvons notre force intérieure, et que nos épreuves deviennent les marques indélébiles de notre résilience. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez apprécié l'histoire et souhaitez découvrir encore plus de contenu inspirant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un like. Votre soutien est essentiel pour nous permettre de continuer à partager ces récits passionnants. À bientôt pour de nouvelles aventures.